Bonjour Maria Clara. Confirmer, ignorer et je partage l'écran. Très bien, super. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes là le 17 mars pour ce cours de panorama de la littérature française. Et voilà. En fait, je vais laisser la porte derrière. Il y a une porte en vert. Je vais la laisser ouverte parce que j'ai remarqué dans les autres enregistrements de cours que il y a un écho au fond de ma voix. Et je pense que c'est parce que la pièce ici, elle est un peu vide, je dirais. Il y a juste quelques étagères, deux tables. Et donc, je vais laisser la porte ouverte pour voir si ça améliore un petit peu le son, la qualité de l'audio. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de terminer la discussion autour du texte de la conférence de Sartre, l'existentialisme et l'humanisme, et puis discuter la première partie du livre L'étranger de Camus, parce que la raison pour laquelle je travaille ensemble, c'est que L'étranger de Camus, c'est une œuvre classique de cette période de la littérature française, et en plus, elle dialogue directement avec l'existentialisme de Sartre et de Camus. Donc, on verra que certaines questions discutées dans le texte de Sartre, elles sont présentes direct ou indirectement dans l'étranger, dans les livres. Deuxième aspect, la semaine prochaine, mardi de la semaine prochaine, je crois que je prévois 2 cours la semaine prochaine aussi, les 22 et les 24. Oui, donc dans les cours de mardi de la semaine prochaine, je vais discuter la deuxième partie du roman, L'étranger, et je vais discuter aussi un essai philosophique de Camus, c'est-à-dire le même auteur de L'étranger, dont le titre c'est Le mythe de Sisyphe, ou mythe de Sisyphe. Et j'ai oublié de le faire avant, mais aujourd'hui, après le cours, j'aurai un peu plus de temps libre et je vais partager avec vous une série de vidéos sur l'existentialisme de Sartre, sur l'absurde de Camus et quelques vidéos qui vont vous aider à mieux comprendre L'étranger de Camus, le livre. D'accord? Sans plus d'attente, reprenons le texte de Sartre. Ici, voilà. Donc, je mets 240. Voilà. Avant de commencer, est-ce que vous avez des questions par rapport au cours de mardi? Comment ça se passe? J'ai mis une flèche ici pour savoir où on était quand nous avons terminé les cours. Sinon, avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous avez des questions par rapport au cours précédent, au cours de mardi dernier? Oui ou non? Dites quelque chose. Parce que non, non, pas du tout. Ok, très bien. Parce que je craignais avoir un souci d'audio. Donc, je vais reprendre d'ici, c'est où nous sommes arrêtés mardi. J'avais parlé autour de toute cette discussion
L'existentialisme de Sartre va dire, je vais faire un bref résumé pour reprendre la discussion. Donc, il va avoir le présupposé selon lequel Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'excuses pour expliquer le monde ou une force supérieure à laquelle on s'accroche. S'accrocher, se lier, saisir, prendre, n'est-ce pas? De s'appegar, n'est-ce pas? C'est-à-dire que toute morale va dépendre uniquement de nous en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Par contre, nous avons donc une certaine, pas une certaine, mais toute liberté de choix par rapport à nos actions, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut devenir dans la vie. Par contre, cette liberté de choix, elle va entraîner une responsabilité par rapport à ce qu'on fait. Donc, vous voyez qu'il y a un côté moral dans cette réflexion de ça. Quand je dis un côté moral, c'est-à-dire que c'est une réflexion pas qui définit, mais une réflexion qui porte sur l'action humaine, n'est-ce pas? Quand on parle de morale, on parle d'action. Ce qu'on fait, comment on agit, si la façon dont on agit est correcte ou incorrecte, si elle est valable ou pas, n'est-ce pas? Ça définit plus ou moins la morale. C'est la correction de l'action, n'est-ce pas? Donc, nous sommes libres pour agir, mais cette liberté entraîne à caractère une responsabilité, et par rapport à tous les choix disponibles que nous avons, on expérimente une sensation d'angoisse, parce que faire un choix, c'est ne pas choisir une autre chose, n'est-ce pas? Quand on choisit une façon d'agir ou un objet ou quelque chose comme ça, on laisse de choisir, on évite de choisir un autre, n'est-ce pas? Je vous ai donné l'exemple de quand on se met en couple avec une personne, on choisit d'être avec cette personne, c'est-à-dire qu'on choisit ne pas être avec d'autres personnes, au moins officiellement, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est... bon, je ne vais pas entrer dans ce genre d'histoire. Voilà, et c'est dans cette notion d'angoisse que nous sommes arrêtés mardi, n'est-ce pas? Donc, j'ai ici cette sorte d'angoisse qui est celle que décrit l'existentialisme. Nous verrons qu'elle s'explique en outre par la responsabilité directe vis-à-vis des autres hommes qu'elle engage. Et puis, il va parler ici de délaissement. Et lorsqu'on parle de délaissement, expression chère à Heidegger, nous voulons dire seulement que Dieu n'existe pas et qu'il faut en tirer jusqu'au bout les conséquences. La notion de délaissement, c'est, un synonyme de délaissement, c'est abandon. D'accord? Vous allez, je vais partager avec vous les liens c'est une interview, si je ne me trompe pas, sur France Culture, la radio française, dans laquelle on invite un spécialiste en Sartre pour parler de cette conférence. Et il va parler il va dire dans cette conférence qu'il y a, comme je vous ai dit, la notion ou les courants philosophiques essentialistes ne commencent pas avec ça. Il commence bien avant. Et nous avons donc, il va faire cette ligne de Kierkegaard, le philosophe, j'avais dit qu'il était suédois,
suec, mais en fait, il est danois, si je ne me trompe pas. Il est dinamarquais. Et puis, dans cette interview, le spécialiste en Sartre va parler de Kierkegaard, de Roussel, qui était professeur Heidegger, et puis de Sartre. Pourquoi je parle de ça? Parce que à ce moment donné où le monsieur parle de cette ligne de l'existentialisme, il va parler d'un texte de Heidegger qui s'appelle Lettres sur l'humanisme, qui est un texte de 1946 dans lequel, d'une certaine façon, il répond à ça. É um texto, a Carta sobre o Humanismo, um texto do Heidegger, de 46, que ele responde a algumas questões colocadas pelo Sartre. Parce que Sartre parlait déjà d'existentialisme à cette époque-là, parce que ce texte-là, l'existentialisme est un humanisme, date de 47, pas de 46. Et dans le texte d'Heidegger, il va parler plutôt d'abandon et non de délaissement. Donc il y a la traduction au moins, parce que le texte d'Heidegger, c'est en allemand. Mais délaissement, c'est un synonyme d'abandon. Abandon. Parce que l'idée, c'est cette idée de délaissement, d'abandon, elle vient de cette idée que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que une fois que Dieu n'existe pas, nous sommes abandonnés à notre propre sort, à notre propre destin, à notre propre existence. D'accord? On va terminer ce texte aujourd'hui parlant de transcendance. Mais cette transcendance chez Sartre dans ce texte, elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas religieuse, elle ne dépasse pas l'existence. Então, quando no final do texto aqui o Sartre vai fazer uma referência à ideia de transcendência, não é uma transcendência que escapa ou que ultrapassa a existência humana. Parce que, je vous dis cela parce que dans une conception essentialiste de l'existence, c'est-à-dire ça existe une essence de l'être humain, de l'existence, etc., la transcendance, elle nous projette vers un au-delà de l'existence. Ela nos projeta a além, au-delà de notre existence. Essa noção de transcendência de uma visão mais essencialista, que existe algo mais além dessa existência nossa, ela nos projeta para além, outro lugar. Tá, às vezes, a concepção de Deus, de paraíso, de mundo espiritual, de uma energia que permanece após a morte, etc. D'accord? Donc, Sartre va laisser tout cela de côté et va se concentrer sur l'existence. Je vais faire un jeu de mots. L'existence existante, ou prouver, soit a existência provada existente. C'est celle-là dans laquelle nous sommes. Voilà. Avançons ici dans le texte. Je vais faire un passage un peu plus rapide. Ici, il fait la référence à Dostoïevski et la citation « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis ». Ici, je vais commenter cela, Marc. C'est là le point de départ de l'existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas. L'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui de possibilité de s'accrocher. Então, a frase de Dostoiévski, ela é uma hypothèse. Pensez aux classes de grammaire, comme je vous ai dit mardi. L'hypothèse, c'est quelque chose qui n'existe pas et on fait un exercice mental pour concevoir comment ce serait
au cas où sai de série. Tá? Então, eu sempre brinco isso. Meu pai, ele ainda é vivo, mas ele fazia uma tirada antigamente. Ele falava assim, ele falava quanto à suposição, que é uma espécie de sinônimo de hipótese, né? Que suposição é aquilo que não é, que a gente supõe que seja, para que seja aquilo que se supõe que seja, alguma coisa assim. Então, suposição é aquilo que não é, que a gente supõe que seja, para que seja aquilo que supõe ser. Era um pouco melhor no final, exatamente. Então, a hipótese é aquilo que a gente supõe que seja dentro desse exercício mental. La phrase de Dostoïevski est une hypothèse. Comme vous voyez, le verbe est l'imparfait et l'autre au conditionnel présent. Tá? A gente traduziria, então, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Donc, vous voyez que c'est une hypothèse. Et par contre, la phrase de Sartre, c'est tudo é permitido se Deus não existe. Tá? Et donc, ici, en rouge, nous sommes seuls, sans excuse. C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre. Alors, nous sommes seuls, sans excuse. Nous sommes seuls dans ce monde. Il n'y a pas de Dieu qui va nous protéger, qui va guider nos pas. Il n'y a pas de Dieu pour nous excuser au cas où on agit incorrectement, etc. Donc, c'est à nous toute la responsabilité de nos actes, de nos actions. Et voici encore une phrase slogan, phrase d'effet, phrase choquante, comme je fais. L'homme est condamné à être. Essa é uma dessas frases de efeito do Sartre, que eu tinha comentado. O homem est condamné à ser. Elle est très intéressante, mais encore une fois, comme l'autre phrase, on n'a jamais été libre que sous l'occupation allemande, elle demande une explication. Il va expliquer dans la suite. Condamné parce que il ne s'est pas créé lui-même. C'est-à-dire, l'homme, il existe. On est là dans ce monde, on est là chacun dans son existence. Mais on n'a pas choisi d'être là. N'est-ce pas? Ce n'est pas même si on n'est pas capable d'expliquer l'origine de notre existence, l'origine de la vie, d'où ça commence. On peut parler que ça vient du Big Bang, ou peut-être c'est une création divine, ou une autre chose qu'on n'a pas été encore capable d'expliquer. Peu importe. Peut-être pour les kardécistes, ils vont dire que nous sommes là parce qu'on a fait quelque chose dans une autre vie et nous avons choisi d'être là pour apprendre ou pour expier une faute précédente. O espiritismo kardecista vai prever um pouco isso, né? Que a gente escolheu estar aqui para cumprir uma missão, para aprender alguma coisa, ou a gente fez alguma coisa no passado que a gente precisa aprender ou espiar essa coisa. Par contre, pour l'existentialisme de Sartre, qui est un existentialisme athée, nous sommes condamnés, selon cette phrase, l'homme est condamné à être libre, parce que nous n'avons pas de choix. Nous avons été mis dans cette existence sans le vouloir, sans le choisir. Et nous sommes là. N'est-ce pas? Donc, c'est une condamnation, parce que nous n'avons pas choisi. Et ça, c'est intéressant parce que la semaine prochaine,
quand on discutera le texte des Camus, c'est le point de départ de la réflexion de Camus. Si Dieu n'existe pas, nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas demandé d'être là, vivant dans cette existence. Pourquoi le suicide n'est pas un choix? Pourquoi on choisit d'être toujours vivant et de ne pas mettre fin à sa vie? Ça, mais la notion de suicide, c'est une notion, un suicide philosophique. Ce n'est pas une incitation à mettre fin à sa vie. D'accord? Mais on va en parler, mais c'est une question qui se pose justement pour essayer d'expliquer pourquoi on insiste dans la vie. Même si la vie n'est pas facile, assez souvent on souffre, on a des difficultés, on subit des malheurs, etc. Donc, nous sommes condamnés parce qu'on n'est pas une création autonome, individuelle. Quelque chose nous a, je peux dire comme ça, quelque chose nous a mis dans cette existence. N'est-ce pas? Et par ailleurs, cependant, libre parce que nous avons toute possibilité de choix qui entraîne responsabilité, angoisse, etc. etc. Et libre parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. D'accord? Donc, la célèbre phrase de Sartre, l'homme est condamné à être. Ça, c'est une bonne phrase pour se faire tatouer. Vous aimez, les étudiants de français, c'est souvent qu'ils aiment se faire tatouer avec des phrases en français. C'est la vie. Quoi d'autre? Des phrases du Petit Prince. Si j'avance. Non. Ah oui. Ah, ici, c'est intéressant. Voilà. Donc, je prends juste la phrase. Vous êtes libre, choisissez, c'est-à-dire inventez. Donc, il accorde toute cette. Je vous ai fait cette critique de cette pensée de Sartre. C'est une liberté absolue. Donc, il nous demande de choisir et d'inventer notre existence. Parce que, comme je vous ai dit, l'essence de l'existence, c'est la construction qu'on fait au fur et à mesure qu'on vit. Dans le sentido da vida, para o Sartre, nesse sentido, é a vida que a gente constrói. C'est-à-dire, les choix qu'on fait. Então, as escolhas que a gente faz é que darão sentido à vida que a gente leva. Par exemple, quelqu'un qui ne prend pas soin de soi. Prendre soin, cuidar-se. Né? Uma pessoa que não se cuida. Qui mange du gras et ne fait pas d'exercice physique, etc. Et puis subit une attaque cardiaque. Donc, cette attaque cardiaque est la conséquence d'un style de vie. Donc, si vous ne voulez pas subir une attaque cardiaque, changez votre style de vie. Évidemment que vous pouvez quand même avoir une attaque cardiaque pour d'autres raisons, peut-être inconnues, comme une raison génétique, n'est-ce pas?
nous avons assez souvent des cas d'athlètes, de joueurs au foot, par exemple, qui subissent une attaque cardiaque sur le terrain de foot, par exemple. Ça, c'est pas si souvent, mais il y a des cas pas si rares, não. Tem casos aí de jogadores que sofrem ataque cardíaco às vezes no campo. Tem um jogador recente que parece que ia voltar a jogar mesmo tendo sofrido uma parada cardíaca. Eu não sei se foi treino ou jogo. Tem uma lutadora, eu esqueci o nome dela, uma lutadora jovem, ela não tem 30 anos ainda, que era lutadora de UFC, morava nos Estados Unidos, estava com uma carreira proeminente no esporte. Eu não sigo futebol, mas eu sigo UFC. E ela descobriu que tinha um problema no coração. Eu não sei se ela chegou a sentir dores, alguma coisa, mas ela fez uma série de... Não, desculpa, não foi coração, não, foi cabeça. Ela teve dores de cabeça, fez exames, e aí parece que ela tem alguma coisa na cabeça. Não sei se a possibilidade de ter derrame, alguma coisa, ela encerrou a carreira. Até assim, muito tranquilamente. Tem mais amor à minha vida do que a carreira. Então, persistir na carreira e poder morrer breve, ela acabou abandonando a carreira de lutadora. Sempre que ela lutou, acho que no ano passado. Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire cette critique à cette pensée de ça. Il dit qu'on est libre, mais on n'est pas si libre que ça. Par exemple, voilà un bon exemple. La génétique, peut-être, ne nous laisse pas si libre que nous le voulons. Par exemple, imaginez, je ne sais pas, ici dans la salle, j'ai l'impression que maintenant nous sommes à 100%, peut-être elle m'a connu dans le présentiel. Les autres, je ne pense pas. Et je suis très maigre, très mince, sou bastante magre. Donc, imaginez que moi, je décide librement que je vais être un bodybuilder. Assim, vou exercer a minha liberdade, vou virar autre question. Bodybuilder. Donc, c'est pas, je ne sais pas si j'ai cette liberté. Parce que je n'ai pas une constitution génétique qui me permet d'être musclé, comme des bodybuilders le sont. Donc, c'est une limite de la pensée de ça. Et je vais vous montrer une autre ici dans la suite qui est très drôle, en fait. Donc, voilà. Mais c'est intéressant, par contre, c'est intéressant de penser aussi à cette connexion entre son libre, on peut choisir et on peut inventer. Parce que c'est vrai que notre capacité de création et d'invention nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, si on se limite de départ, on aura des soucis. C'est-à-dire on ne va pas arriver où on veut. Par contre, il y a d'autres contraintes aussi. Je vais utiliser ces mots, contraintes j'ai dit ici, dans le chat. Voilà. Voilà. Et donc, ah oui, si c'est quelque chose d'intéressant aussi. Aucune morale générale ne peut vous indiquer ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de signe dans le monde. Donc, je vous ai dit qu'il y a un côté moral dans cette réflexion de ça. Je commençais aujourd'hui avec ça.
etc. C'est-à-dire, Sartre voudrait définir plus ou moins un mode d'action. Donc, il va dire, aucune morale générale ne peut vous indiquer ce qu'il y a à faire. Donc, il n'y a pas de morale générale pour nous indiquer comment on agit. Et en plus, il dira, il n'y a pas de signe dans le monde. Donc, tem signe ou sinal no mundo. Et puis, plus en bas, il va dire, il porte donc entièrement responsabilité du déchiffrement. Déchiffrement ou déchiffrement. D'accord? C'est-à-dire que nous sommes libres pour agir, libres d'agir. Par contre, la meilleure façon d'agir, c'est à nous de déchiffrer comment ça marche. D'accord? Parce qu'il n'y a pas, parce que ça c'est important aussi. Dans la philosophie morale, pendant longtemps, on a essayé d'établir une morale générale, universelle, applicable à tout le monde. Pensez par exemple au... je vais juste chercher ici l'expression correcte. Voyons si c'est correct comme ça. Oui, en français, on va dire les 10 commandements, les 10 commandements de la Bible. Ne pas tuer, respecter la femme de l'autre, etc. Ne pas voler. Je pense que là, ça va être difficile. Vous m'entendez mal maintenant, n'est-ce pas? Ok. Oui. Ça va? Vous m'entendez, Marc? Oui, oui. D'accord. C'est parce qu'on coupe la pelouse ici en face. Donc, les commandements. Les commandements sont une sorte de règle morale, n'est-ce pas? Pensez aussi à Immanuel Kant, le philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, qui avait l'impératif catégorique. O imperativo categórico do Kant era alguma coisa como haja como se a sua ação ou regra pudesse ser levada a... Deixa eu ver se eu acho aqui. Fico tentando lembrar. Imperativo, categórico, Kant. Me parece que tem mais de uma redação, na verdade. Difícil vai ser achar a citação. Acho que achei aqui uma imagem. Aqui. Isso aqui, ó. A fórmula da lei universal. Né? As duas mais importantes formulações do imperativo categórico ou lei moral. A teoria ética de Kant. Então, tem duas... o post que eu achei aqui tem duas redações. Age apenas segundo uma lei tal que possas querer, ao mesmo tempo que se torne lei universal. Então, por exemplo, quando ele fala não minta, então você não mente, esperando que essa máxima possa ser ao mesmo tempo, possa se tornar ao mesmo tempo uma lei universal, ou seja, ninguém mente. Né?
Só que o problema que eu estou dizendo aqui é que esse tipo de lei universal sempre tem um limite, né? Imagina que você não é nazista e está protegendo uma família judia, e aí a SS bate na sua porta e pergunta se tem alguma família judia lá. Aí você vai pegar e falar assim, está no sótão ou no porão, porque você não pode mentir, vai deixar matar a família judia toda, ou você vai pegar e mentir e falar, não, não tem. Então, é uma lei que não dá para ser transformada em universal, né? A própria, por exemplo, não matarás, ela vai ter esse limite, né? Em que condições talvez seja permitido matar, né? Tem eu falei, foi na disciplina de romances terça passada, que eu falei do genocídio de Ruanda, que tinha, um exemplo rápido, tinha tropas da ONU, mas as tropas da ONU não podiam agir, elas estavam lá para manutenção da paz, e aí todo mundo sabia que estava se organizando um genocídio, as tropas não fizeram nada, teve o ataque, eles não podiam. Me parece que na época as tropas da ONU só podiam agir se elas fossem atacadas. Então, quando eles viram o ataque feito à comunidade lá no tempo era Tutsi, que foi dizimada, eles não fizeram nada, assistiram tudo que estava acontecendo. Aí, depois disso, criaram uma nova lei internacional que chama responsabilidade de proteger. Então, se você, né, as tropas da ONU, elas não podem atacar, são tropas de paz. Mas aí você tem uma comunidade que está sob risco e pode ser dizimada, então eles podem atacar. Então, estou dando um exemplo de que, inclusive, matar pode ser legítimo. Inclusive, a legítima defesa. Então, o não matarás, simplesmente, não pode ser levado a uma lei universal. Tem mais uma outra formulação aqui, que age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outra, sempre, simultaneamente, como fim e nunca apenas como bem. Então, assim, é muito bonito, mas nem sempre é aplicável. Alors, on revient ici au texte de Sartre, donc une règle morale. Il n'y a pas de règle morale universelle, n'est-ce pas? Donc, le monde ne nous donne pas des signes, mais c'est notre responsabilité de déchiffrer selon la situation comment il faut agir. Et le délaissement, l'abandon, implique que nous choisissons nous-mêmes notre être. Donc, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de force majeure pour décider à notre place. Et le délaissement va avec l'angoisse. Donc, cette sensation d'être abandonné implique cette notion d'angoisse aussi. Il y a l'angoisse face à tous les choix possibles et il y a aussi l'angoisse d'être abandonné, c'est-à-dire complètement seul. C'est pas oui, c'est pour vous donner un autre exemple, c'est assez souvent, pensez à des situations où on attend que quelqu'un d'autre agisse à notre place, n'est-ce pas, les parents par exemple, ou même le compagnon ou la compagne, n'est-ce pas, nous dit faites quelque chose ou faites quelque chose, n'est-ce pas, mais par exemple, il y a certaines conditions de la vie que personne ne peut faire à notre place. Par exemple, les jours où le moment de chacune ici, la mort nous arrivera, c'est à nous, tout simplement, de vivre ces moments. N'est-ce pas? De la même façon que ça me fait penser à une vidéo de Porte dos Fundos et une vidéo et un film basé sur les Tartuffes de Molière.
da pièce de teatro de Molière. No filme, eles fizeram uma colagem de várias peças do Molière e do Tartuffe. E aí tem um burguês que, do século XVI, XVII, queria aprender, ele queria se cultivar para ser uma pessoa culta, porque ele era burguês, ele não era nobre, né? Que a cultura seria um meio de acesso à nobreza. Então ele faz aula de dança, de pintura, de teatro, de canto, só que na verdade ele não quer fazer nada disso, né? E aí chegou o professor de pintura para ele, vai ensinar ele a pintar, ele não consegue, aí o cara segura a mão dele com o pincel e ele solta a mão do professor e o professor fica sozinho. Ele fala assim, nossa, que prazer de pintar. Né? Ou seja, ele não está tendo prazer de pintar, tem outra pessoa que está aqui. E tem um Fundos que o casal está super cansado, e aí o marido fala assim, cara, toda conta, até contratei o cara de programa aqui para transar com você. Fica à vontade, ela fala, nossa, eu também estou super cansado, eu trouxe aqui uma mulher, então vamos deixar os dois ali no quarto ao lado, vamos dormir. Donc, ça c'est ironie de l'humour, mais ça sert aussi à penser, à réfléchir sur ce qui dit ça. N'est-ce pas? Dans notre existence, il y a une série de choses que c'est à nous uniquement de faire. N'est-ce pas? Si on ne le fait pas, on n'apprend pas et on n'expérimente pas la sensation de les avoir fait, de les avoir vécu. N'est-ce pas? Raison pour laquelle c'est la même idée que je dis à chaque commencement, à chaque début de semestre par rapport aux lectures littéraires. À une théorie, par exemple, on veut lire les résumés. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Une tendance, je ne sais pas, n'importe quoi. Par contre, la lecture d'un livre littéraire, elle fonctionne comme une expérience. N'est-ce pas? Lire les résumés ne remplace pas la lecture de l'œuvre elle-même. Et c'est plus ou moins la même chose dans la vie. N'est-ce pas? Je ne peux pas... encore un autre exemple. Le film de Clint Eastwood, Gran Torino, le personnage de Eastwood perd sa femme, son couple âgé, et il y a le prêtre de l'église que son église fréquentait, qui vient le chercher après le décès, après la mort de sa femme, pour l'inviter à venir à l'église, à continuer à fréquenter l'église. Et il dit que sa femme lui avait demandé qu'il continue à fréquenter l'église. Et il dit, moi je suis déjà assez âgé, je connais la vie, je connais ce que je veux faire, et je n'ai pas besoin d'un prêtre qui ne s'est jamais marié et qui est vierge pour lui donner des conseils sur le deuil, etc. Ele fala isso com um padre jovem, ele fala, eu não preciso de um padre jovem que nunca se casou para vir me dar conselhos sobre família, o que eu tenho que fazer, deixar de fazer, ou sobre o luto. C'est assez fort quand même, mais je pense que cette réflexion, elle porte aussi certaines vérités. Donc voilà, avançons ici. Ouais. On avance. Non, c'est pas. Non. Ici, il y a la question de l'engagement, mais l'engagement ici n'est pas encore, parce que Sartre, comme je vous ai dit, il va s'associer au marxisme plus tard. Il va développer en tant qu'intellectuel public cette notion d'engagement, mais c'est un engagement plutôt politique. Mais quand il parle ici d'engagement, c'est de vivre l'existence.
Ce n'est pas encore un engagement social, politique. D'accord? Quand il dit ici, vous voyez, est-ce que cela, d'abord, je reviens ici. En réalité, les choses seront telles que l'homme aura décidé qu'elles soient. Est-ce que ça veut dire que je dois m'abandonner au piétisme, c'est-à-dire rien faire? Non. D'abord, je dois m'engager. Engager ici dans le sens vivre, faire le choix, ne pas fuir, ne pas échapper a nos responsabilités. Então, o engajamento aqui não é engajamento político, é se engajar na existência. Viver, fazer escolhas, assumir as responsabilidades, sentir o desespero, o abandono, a angústia da escolha, a angústia de se saber só. Eu não vou nem falar se saber abandonado por Deus, porque aqui se pressupõe que Deus não existe. Né? Então, não é que a gente foi abandonado, Deus não existe, não existe. Então, de se saber só. Eu sempre falo desse exemplo também de uma entrevista que eu vi com a Raquel de Queiroz uma vez, em que ela falou que gostaria de ter fé, mas que não tem. Que não adianta simplesmente querer ter fé, acreditar em Deus. E que ela falou que às vezes viveu momentos muito difíceis na vida, que se ela tivesse fé, se apegar ao santo, a Deus, teria sido mais fácil de superar. Mas não foi possível. Voyons, avançons. Je vais sauter pas mal de choses. La réflexion sur l'amour n'est pas très importante. Ici c'est une phrase importante. Ce que nous voulons dire, c'est qu'un homme n'est rien d'autre qu'une série d'entreprises. Qu'il est là, somme d'organisation, l'ensemble de relations qui constituent ces entreprises. Entreprises ici, empreitadas, e não como empresas, mas empreitadas, ações. Então, o homem não é nada mais que uma série de empreitadas, ou seja, coisas que a gente empreende, né, que a gente faz. A soma, a organização, o conjunto de relações que constituem essas empreitadas. C'est-à-dire que la vie, l'essence de la vie, c'est la vie qu'on a. O sentido da vida é a vida que a gente tem, ou a vida que a gente leva. Il va parler de la lâcheté, mais ça c'est encore un développement de l'idée de la responsabilité. Ah oui, ici, ça parle aussi de l'engagement que chaque action individuelle engage toute l'humanité. C'est plus ou moins comme l'impératif catégorique de Kant. Dans ces conditions, la découverte, je lis ici, la découverte de mon intimité me découvre en même temps l'autre. Então, a descoberta da minha intimidade me descobre, né, me faz descobrir ao mesmo tempo o outro, comme une liberté posée en face de moi, qui ne pense, qui ne veut que pour ou contre moi. Ainsi découvrons-nous tout de suite un monde que nous appellerons intersubjectivité, et c'est dans ce monde que l'on décide ce qu'il est et ce que sont les autres. Donc, quand on se découvre une personne libre, on voit dans l'autre aussi une personne libre. Aussi. Voilà. C'est drôle de penser, par exemple, vous voyez par exemple, assez souvent on dit, on a cette... ça marche pour la conception d'une relation amoureuse et aussi la relation avec nos parents. N'est-ce pas? Par exemple,
assez souvent, on pense, je vais dire avec les parents, l'exemple avec les parents. Assez souvent, on pense, parce que aussi, on prend conscience de notre existence, de notre vie. Nos parents, assez souvent, sont déjà là. Ils s'occupent de nous. N'est-ce pas? Ils consacrent leur vie à nous. Et donc, on a l'impression, on grandit avec l'impression que les parents sont lá por servir. Tá? Então, a gente cresce com a impressão de que os pais estão lá para servir a nós. Tá? Et par exemple, au moment où on découvre que nos parents, ils ont aussi un désir amoureux ou un désir sexuel, ou ils ont d'autres volontés que la nôtre, ou assez souvent dans un moment de divorce, par exemple, et qu'on voit le père ou la mère avec une autre personne. Donc, assez souvent, cela n'est pas facile à accepter parce qu'on ne voit pas l'autre comme un être possédant toute liberté. Em alguns casos, a gente tem dificuldade em ver o outro como possuir liberdade também. N'est-ce pas? Et j'allais donner l'exemple de la relation amoureuse aussi quand on pense à la possibilité de la personne avec qui on a choisi de passer la vie, une partie de la vie, quand on conçoit la possibilité que cette personne pense ou a des désirs sexuels par rapport à une autre personne. Quand c'est notre cas, nous, dans notre conscience, ça va. Ah, c'est juste une pensée. Ou parfois, c'est juste un acte. C'est pas si important. Ce qui s'est passé n'était pas important. Par contre, quand ça arrive à l'autre, on n'accepte pas. On a du mal à accepter. Donc, c'est pas si facile. Donc, il dira ici, il existe pourtant une universalité mais des conditions et non des natures. C'est-à-dire la condition qui est donnée et pas une condition préalable qui serait la nature humaine. Il va parler ici que ce sont les limites a priori existe la situation fondamentale de vie. Donc c'est bon, j'avance. Tout projet individuel, non. Universalité. Non, ça va. Ah, ici, c'était le... Oui, non, c'est une phrase aussi importante. Le choix est possible dans un sens, mais ce n'est pas possible de ne pas choisir. Não é possível não escolher. A escolha é possível em um sentido. Nous avons déjà vu. J'ai déjà répété plusieurs fois, plusieurs reprises. Donc, nous avons plusieurs choix disponibles. Mais ne pas choisir, c'est déjà choisir. Raison pour laquelle on dit par rapport aux élections, par exemple, quand vous dites non, je ne vais pas voter parce qu'il n'y a pas de politicien fiable, c'est un choix que vous faites. Dans ces cas, il n'y a pas d'abstention. L'abstention, c'est déjà un choix aussi. Et normalement, l'abstention, assez souvent, elle va favoriser le pire résultat. N'est-ce pas? Ou a abstenção acaba favorecendo sempre o pior résultat. Et je peux toujours choisir, mais je dois savoir que si je ne choisis pas, je choisis encore. Voilà. Et ici, c'est une réflexion qui est faite à propos de l'esthétique et qui a une faute, en fait, si on pense à la mode. C'est un autre exemple de problème de la pensée de ça.
il essaye de penser à tout, de nous donner une réflexion globale, peut-être globalisante, universalisante, mais ce n'est pas possible. Il dira ici. Parce qu'il va faire un parallèle, une comparaison de la vie avec l'art. Donc, j'ai déjà dit ici que la vie, l'essence de la vie, c'est la vie qu'on mène. Dans le sentido da vida que a gente leva. Et il va dire qu'il est bien entendu qu'il n'y a pas de tableau défini à faire. Et não tem quadro definido à fazer. Que l'artiste s'engage dans la construction de son tableau et que le tableau à faire, c'est précisément le tableau qu'on aura fait. A frase aqui ela é boa para treinar verbos, tempos verbais. Então, il est bien entendu qu'il n'y a pas de tableau défini à faire. Então, não tem quadro definido a fazer. Que l'artiste s'engage dans la construction de son tableau. Até aqui, tudo bem, são verbos do presente. Et que le tableau à faire, c'est précisément le tableau qu'il aura fait. Né? Então, o quadro a pintar, ou o quadro a fazer, é precisamente o quadro que ele terá feito. Né? O que ele está dizendo aqui é quase aquela noção de performance. Né? Você pode fazer um plano, né? Ele pode fazer um croquis, um esquisse, né? Um esboço, mas o quadro vai ser o quadro que ele vai ter feito. Não tem essa de... um excelente exemplo é aquele momento do Masterchef que eles apresentam um prato. Né? Porque, sabe aquela coisa assim, né? O pintor vai lá, pinta a pessoa, na hora que a pessoa vê o quadro, vai fazer eu sou assim. Né? Porque tinha uma pretensão, né, de como seria representado pelo pintor. E aí a gente normalmente fica um pouco decepcionado. E aí, aquele momento em que os participantes do Masterchef apresentam o prato para o júri, né? E eles falam assim, não, o que você fez? Eu quis fazer tal coisa. Quando diz assim, eu quis fazer tal coisa, é porque o prato não deu certo. Então, o prato que fez é aquele ali. Eles não vão dar a nota na intenção que você tinha. A minha intenção era de entregar um prato pronto, acabado. Não entregou. Então, não tem o que fazer. A arte conceitual ainda não chegou no Masterchef. Né? Não adianta você chegar com o conceito se o prato não condiz com o conceito. E por isso, muitas vezes, uma outra coisa que o exemplo do Masterchef continua sendo bom, é que às vezes, quando eles antecipam críticas ao prato, eu já vi o Scapaola dizendo isso, para não falar, porque às vezes os chefes podem ter uma outra percepção. Né? Então você vai estar trazendo alguma coisa que o prato ainda não é, sei lá, algo assim. Continua aqui. Il est bien entendu qu'il n'y a pas de valeur esthétique a priori, né, que não tem valores estéticos a priori. Ele fala aqui, né, não há valores estéticos a priori. Aí eu faço uma provocação aqui, é que existe sim, porque a gente sempre lança a moda outono e inverno antes da estação chegar. Eu até conferi aqui, antes da aula, se vocês procurarem a Vogue ou Dior, por exemplo, sei lá, vocês vão ver que já tem as tendências, o que vai ser a tendência da moda no inverno, no próximo verão. Ou no próximo verão na Europa, alguma coisa assim. Então, existem valores estéticos a priori, sim, porque alguém diz a moda vai ser isso, e quando chega a estação, a moda é aquilo. Né? Pelo menos a tendência. Né? Não é que todo mundo vai se vestir daquele jeito. Mas haverá uma tendência na moda que segue um padrão que foi estabelecido anteriormente. Donc, voilà, il n'y a pas de valeur esthétique a priori, mais il y a des valeurs qui se voient ensuite dans la cohérence du tableau.
Só continuar essa reflexão, porque quando a gente falou sobre os manifestos, souvenez-vous de la discussion sur les manifestes, nous avons parlé de manifeste futurisme, dadaïsme, surréalisme. Et je vous ai montré, par exemple, que le manifeste du futurisme nous invitait à faire une littérature, une poésie futuriste. Parce que ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore une poésie futuriste. Par contre, le premier manifeste du surréalisme, de 24, il y avait déjà une production où il y avait déjà une production surréaliste. Des expérimentations autour d'André Breton, Louis Aragon, René Char, etc., ça existait déjà, n'est-ce pas? Et quand ils disent qu'il n'y a pas de valeur esthétique a priori, mais il y a des valeurs qui se voient ensuite dans la cohérence du tableau. C'est parce que, par exemple, si on prend l'exemple du baroque, le baroque, à l'époque du baroque, ça n'existait pas vraiment une tendance. C'est vraiment une espèce, aujourd'hui on considère le baroque comme une espèce d'esprit du temps, une certaine coïncidence des valeurs esthétiques, morales, religieuses, etc., qui, a posteriori, on a regardé cette période-là et on a dit ça va s'appeler baroque. C'est quelqu'un qui a attribué le nom de baroque au baroque, à cette période, à cette tendance artistique. Et donc, il y avait quelque chose à l'époque qui n'était pas vraiment conçu pour être baroque. N'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas d'a priori, não tinha a priori no baroque. Não tinha grupo que se reuniu e falou assim, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos trabalhar o paradoxo, vamos trabalhar as aliterações, sei lá, o exagero, tudo mais, morte e vida, claro e luz. Não, foi uma coisa que foi se estabelecendo e séculos depois, 2 séculos, né, alguém olhou para trás e falou, essa tendência comum que a gente vê nesse período, vamos chamar isso de baroque. Okay? C'est différent du surréalisme, il y avait un projet, une proposition, une nouvelle esthétique. D'accord? Donc, il n'y a pas de valeur esthétique a priori, sauf, c'est pas absolument vrai comme ça les deux. Je vous ai donné l'exemple de la mode et je vous donne aussi l'exemple du futurisme, n'est-ce pas? On définit d'abord des valeurs esthétiques et puis on va faire une littérature futuriste. Mais laissons de côté cette réflexion. Ça, c'est juste pour apprendre des distances du texte. Même si c'est un philosophe comme Sartre, il ne porte pas toute la vérité. Mais il y a des valeurs qui se voient ensuite dans la cohérence du tableau, dans les rapports qu'il y a entre la volonté de la création et les résultats. Ça, c'est intéressant. La volonté de création et les résultats. C'est l'exemple du Masterchef. A vontade de fazer prato e o resultado. Tem como é que chama? Acho que não sei se é o perfil Masterchef dedicado a isso, Masterchef. As pessoas, naquela época da pandemia, as pessoas faziam uma coisa e era a expectativa da receita e do resultado. Essas coisas assim. Personne ne peut dire ce qui sera la peinture de demain. Ouais. Mais voyons. L'homme se fait. Il n'est pas tout fait d'abord, il se fait en choisissant sa morale, et la pression des circonstances est telle qu'il ne peut pas
en choisir, pardon, il ne peut pas ne pas en choisir. Nous définissons l'homme qui est par rapport à un engagement. C'est cette présence. L'engagement, c'est cette présence dans le choix, à l'exercice de la liberté. Non, l'exercice des autres. Et on arrive à... Ouais, la vie n'a pas de sens a priori. Ça, c'est pour terminer. Avant que vous ne viviez, la vie, elle, n'est rien. Mais c'est à vous de lui donner un sens et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. Então, aqui tem um certo sentido. Né? A vida não tem sentido a priori. Então, antes que você viva, a vida não é nada. Mas cabe a você dar a vida no sentido, né? Dar a ela a vida no sentido. O valor não é outra coisa que o sentido que vocês escolhem. O sentido da vida é o sentido, é a escolha que a gente faz. Voilà, ici c'est la dernière phrase. Oui, Sébastien va parler de l'humanisme. Il n'y a pas d'autre sens de l'humanisme qui signifie, au fond, ceci. L'homme est constamment hors de lui. C'est en se projetant et en se perdant hors de lui que fait exister l'homme. Então, essa coisa que ele fala que o homem é constantemente fora de si mesmo, não é que ele é fora de si, em outro patamar, em outra dimensão espiritual, tal. Não. É en se projetant et se perdant hors de lui-même qui fait exister l'homme. Et d'autre part, c'est en poursuivant le but transcendant qu'il peut exister. Aí aquela noção do projeto, do projeto, lá do início da discussão de terça. Né? Vocês lembram que eu falei, je vous ai donné l'exemple de Caetano, mon fils. A gente fazia em casa uma brincadeira com a sogra, que era assim, ele vai ser tal coisa, desde que seja diplomado. Né? Então, não, ele pode ser engenheiro, mas ele vai ser diplomado. Né? Então, ele vai trabalhar com engenharia, mas da diplomacia. Ou então, que a gente fica brincando com essas expectativas que a gente projeta nas crianças. Né? Então, ele vai ser médico. Não, desde que seja diplomado. Ele pode trabalhar na Organização Mundial de Saúde, ou nos Médicos Sem Fronteiras, mas pode diplomar. Ele quer ser engenheiro agrônomo, mas vai ser enquanto diplomado. Vai trabalhar com importação, sei lá, de coisa aí para... mas aí é cadeira nossa de projeção. Mais uma vez, tinha aquele vídeo do Porta dos Fundos, em que eles faziam um exame lá do bebê, né, e perguntavam, aí ele falou assim, um mix, que aí ele falou, como assim? Não, é ele que faz decidir, né, quando crescer. Tem uma coisa assim, que minha namorada fala com a minha sogra, que deixa ela louca, quando fala assim, quando ele crescer, tiver um namoradinho, a sogra fica cheia da vida. Eu falei, ele vai dizer. Donc, la transcendance. Donc, j'étais ici, l'homme étant ce dépassement, ele sendo esse ultrapassamento, le saisissant des objets qui, par rapport à ce dépassement, est au cœur, au centre de ce dépassement. Il n'y a pas d'autre univers qu'un univers humain, l'univers de la subjetividade. Então, ele só considera o universo humano. Quando ele fala aqui de depassement, ultrapassamento, é desse projeto de que a gente pode se projetar para ser alguma coisa, né? Ou para viver alguma coisa. Eu estou colocando ser da impressão de que assim, tem que ser, né?
famoso, artista, se não for, é o fracasso. Não, vamos pensar enquanto experiência de ver certas coisas. Et donc, c'est cette liaison de la transcendance comme constitutive de l'homme et de la subjectivité au sens où l'homme n'est pas enfermé en lui-même, mais présent toujours dans un univers humain. Então, a questão de subjetividade também traz isso, né? O homem não está completamente fechado em si mesmo, porque tem o outro, né? O outro com a sua liberdade. C'est ce que nous appelons humanisme existentialiste. Humanisme parce que nous rappelons à l'homme qu'il y a d'autres législateurs que. Então, quando ele fala d'existentialisme et d'humanisme, elle est scientifique. Humanisme parce que il faut rappeler à l'homme qu'il y a d'autres législateurs que législateurs ici au sens moral, mais au sens légal aussi, pas au sens juridique. Hein, vous voyez qu'on considère les 10 commandements de Dieu comme une règle divine, pas comme des commandements divins. Mais c'est important de penser que ça a été écrit sûrement par les hommes pour avoir une règle morale à l'époque, et légale aussi. Par contre, c'est ça en fait. Par exemple, é engraçado quando a gente entra nessas coisas morais, que aí a gente vê como são falhas, né, e aí você vê assim, né, o que deu no casamento. Né? Se alguém tem alguma coisa a dizer, diga agora o cálice para sempre. E aí, o que Deus uniu, o homem não separa. Separa. Separa sim, está todo mundo casando, separando, a gente fazendo festa de divórcio. Talvez aí on va dire que pour Dieu, on est toujours marié et à partir du divorce des hommes, on vit dans le péché. À partir do divórcio dos homens, a gente vai estar vivendo no pecado. Mas na prática separa. É o que Deus nos deu, a gente separa. De alguma forma. Donc, voilà. Et on termine la discussion autour de l'existentialisme de ça. Et donc, les questions de responsabilité, liberté, engagement dans la vie, ce sont des questions qu'on va voir représentées dans le roman L'étranger des Camus. Avant de passer au roman L'étranger, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette discussion de Sartre? Je pense que ça a été bien expliqué. Non, pas du tout. C'est une discussion très longue, oui. Très intense, que c'est meilleur qu'on écoute, parce que sinon on va finaliser ici 18h, 19h, ouais. D'ici de demain peut-être. Ouais. On va réussir d'obtenir une conclusion. Donc c'est oui. meilleur. C'est ça qui m'arrive en fait, parce qu'à chaque semestre que je travaille ce texte, je pense à d'autres exemples, je découvre de nouveaux détails dans le texte, et avec moi-même, je continue cette conversation. Donc, moi, je me bénéficie de cette possibilité. Mais sinon, ces exemples-là de Masterchef et d'amour, je pense que ça explique bien certains dilemmes de règles morales, n'est-ce pas?
Donc, je laisse le texte ici et je passe à l'étranger des Camus, ici. Donc, je ne vais pas expliquer le titre maintenant et on essaye d'entrer dans les titres après. D'accord? Et passons au début du livre. Donc, vous voyez, le livre, il est divisé en deux parties. Première partie, deuxième partie. Le livre a été publié en 1842, n'est-ce pas? Et il fait partie d'un cycle de l'absurde de Camus qui englobe l'étranger, le mythe de Sisyphe et une pièce de théâtre dont le titre j'ai oublié. J'ai oublié le titre de... C'est pas Caligule. J'ai oublié. Mais une pièce de théâtre de Camus. Et voyons, avançons ici. Donc, je vais essayer, peut-être je ne vais pas réussir, ou non, peut-être je vais faire de mon mieux pour le faire, pour discuter la première partie entièrement aujourd'hui. Si ce n'est pas possible, je vais sauter à la dernière partie de la première partie, le chapitre 6. D'accord? Mais je vais quand même commencer ici. Donc, nous avons le début du livre et ça commence comme ça. Aujourd'hui, maman est morte. On peut... Ouais, pardon. Je recommence. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement. Demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. N'est-ce pas? Oups. Je vais faire différemment. Voilà. Parce que cette marque-là, j'avais fait avec un autre logiciel. Voilà. Donc, aujourd'hui, maman est morte. Et dans ce premier paragraphe, c'est intéressant parce qu'il y a une imprécision verbale ou temporelle, je dirais. Parce que vous voyez, ça commence avec aujourd'hui, maman est morte, passé composé. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai mis en relief, je ne sais pas, parce que si vous avez commencé à lire le livre, vous savez que le caractère ou la personnalité de Meursault, le personnage, il a un caractère un peu, comment je veux dire, indifférent. Peut-être l'indifférence, c'est la marque de Meursault, au moins dans cette première partie du texte. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est sa mère qui est morte. Et cette question, si elle est morte aujourd'hui ou hier, peu importe, il est indifférent à ce détail-là. J'ai reçu un télégramme de l'asile. J'ai mis en relief le télégramme parce que nous avons ici mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. C'est juste pour vous donner un peu les tons de la froideur de ces moments de la vie de Meursault. C'est intéressant parce que le télégramme n'a pas été écrit par Meursault, n'est-ce pas? Par contre, la sécheresse du message, la secousse du message donne plus ou moins les tons de cette indifférence de Meursault, n'est-ce pas? Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Donc, aujourd'hui, maman est morte. Je ne sais pas, mère décédée, etc., etc.
Et puis, ici, ça va continuer, n'est-ce pas? Il va discuter avec son chef parce qu'il doit prendre congé pour aller veiller et enterrer sa mère. Et nous avons donc ici l'asile des vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. En fait, je lis cette partie pour faire un autre commentaire. Tout d'abord, nous avons donc un récit en première personne, n'est-ce pas? Ça s'annonce déjà ici, n'est-ce pas? Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas, j'ai reçu, et puis je prendrai l'autobus, etc. Donc, nous avons un récit narré, raconté en première personne. Donc, c'est un narrateur en première personne, un narrateur personnage, comme on dit assez souvent, et un narrateur dont les points de vue sera limité à sa perception. N'est-ce pas? Então, frequentemente o narrador em primeira pessoa ele tem a limitação da própria percepção. N'est-ce pas? Um narrador em primeira pessoa ele não pode ser onisciente, ele não pode saber de tudo. Né? Parce que sinon, il y aura de problème, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Et donc, un autre commentaire par rapport à Camus, Albert Camus. On va dire que Camus, dans cette œuvre, L'étranger, Maurice Blanchot, par exemple, va dire qu'il a une écriture, là, je ne sais pas s'il dit neutre ou blanche, ou si c'est Roland Barthes qui dit blanche et Maurice Blanchot dit neutre. C'est-à-dire que nous avons ici un style de phrases courtes, de langage direct, clair, dans la plupart du temps. On disait, moi j'ai eu des profs à l'université quand j'étais en licence, qui ont fait leur parcours d'apprentissage en français à l'Alliance française de Belo Horizonte. Et une prof nous a dit un jour que L'étranger était le premier ou la première œuvre littéraire qu'il lisait dans la formation à l'Alliance française, parce que le langage était facile, n'est-ce pas? Par contre, le dernier chapitre de cette première partie, je vais entrer dans cette partie, elle est très intéressante parce que, et aussi le monologue de Meursault qu'on va voir dans le prochain cours, sont presque lyriques dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Mais par contre, on a cette impression diffusée un peu, de façon générale, comme si l'écriture de L'étranger, c'est une écriture d'un langage facile, facile à comprendre, neutre, etc., phrases simples, courtes, etc. D'accord? Donc, il continue ici, mais il le fera sans doute après-midi, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera, vous voyez encore le jeu des temps verbaux. Pour le moment, c'est comme si maman n'était pas morte.
como se ela não tivesse, né? Não estivesse morta. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle, né? Então, vai ser, né, será um caso classificado e tudo terá se revestido de uma roupagem, né, mais oficial. Et puis, j'ai pris l'autobus à 2 heures, pardon, il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine de moi et Céleste m'a dit, on n'a qu'une mère. Je suis partie, ils m'ont accompagné à la porte, j'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques fois. Donc, rien à commenter ici. Non, je vais faire une lecture un peu plus rapide parce que je voudrais avoir du temps la semaine prochaine pour parler du monologue intérieur de Meursault. Donc, je vais faire un survol ici et je vais m'arrêter dans les 15 dernières minutes, dans les 2 dernières pages. D'accord? Ici, j'ai quelques boîtes, peut-être avec des commentaires à faire. Oui, encore, ici, j'ai quelques extraits dans lesquels j'ai signalé l'indifférence de Meursault. Donc, vous voyez ici. C'est votre mère qui est là. J'ai encore dit oui. Elle était vieille. J'ai répondu comme ça parce que je ne savais pas le chiffre exact. Donc, il ne savait pas l'âge de sa mère. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs exemples d'indifférence. Par exemple, je n'ai rien dit et il m'a demandé encore si je voulais être son copain. J'ai dit que ça m'était égal. Il a eu l'air content. Ici, c'est un extrait dans lequel son voisin Raymond lui demande d'être son ami, n'est-ce pas, son copain. E il dit, ça m'est égal. Tipo, né, alguém te pergunta assim, você quer ser meu amigo? Você responde assim, para mim tanto faz. E o outro, com ar contente, é que não tinha mais amigos. Né? Mais pensez à ce contexte. N'est-ce pas? Quelqu'un vous demande l'amitié et vous dites que ça m'est égal. C'est un signe d'indifférence, n'est-ce pas? Un autre exemple de cette indifférence, ça m'est égal, c'est le moment où Marie lui demande ici. Oups. Ah, voilà, ce sont 2 exemples de suite. Voyons ici. Son patron, par exemple, lui offre un poste de travail à Paris. Et il dira ici, cela me permettrait de vivre à Paris et aussi de voyager une partie de l'année. Et ici, entre guillemets, vous êtes jeune et il me semble que c'est une vie qui doit vous plaire. J'ai dit que oui, mais que dans les fonds, ça m'est égal. Il m'a demandé alors si je n'étais pas intéressé à un changement de vie. J'ai répondu qu'on ne changeait jamais de vie. Et en tout cas, toutes ces valaient et que la mienne ici ne me déplaisait pas du tout. Il a eu l'air mécontent, m'a dit que je répondais toujours à côté, né, responde sempre de lado, assim, escapando, fugindo, et je n'avais pas d'ambition et que cela était désastreux dans les affaires. Et puis, le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle.
J'ai dit que ça m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Pensem na situação, né? Marie veio, né, até mim, veio me procurar e me perguntou se eu queria casar com ela. Eu disse que para mim tanto faz, isso me era indiferente, e que a gente poderia se casar se ela quiser, né, se ela quisesse. Ela voulait savoir si je l'aimais. J'ai répondu comme je l'avais déjà fait une fois, et que cela ne signifiait rien, mais que sans doute je ne l'aimais pas. Pourquoi m'épouser alors, m'a-t-elle dit. M'a-t-elle dit. A-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance et que si elle le désirait, nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait et moi, je me contentais de lui dire oui. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer, sans entrer dans les détails de l'histoire, n'est-ce pas, le fil de l'histoire, parce que ça, vous allez quand même apprendre en lisant le livre. Pour vous montrer l'indifférence de Meursault, n'est-ce pas? Et donc, j'entre ici dans les dernières pages. Oui, 2 secondes. Voilà, c'est bon, comme ça. Voilà, et donc vous savez que il y a toutes les péripéties de cette première partie. Donc, Meursault avec sa copine, il a le voisin Raymond qui bat sa femme, puis il y a un commissaire de police. Meursault va témoigner en faveur de Raymond, et puis ils partent, Raymond et sa copine, Meursault et Marie, chez un couple d'amis, à la plage, ils vont se baigner, mais la copine de Raymond, si je ne me trompe pas, elle est d'origine arabe, et il y a un groupe d'Arabes qui vont chercher Raymond et par conséquent Meursault, n'est-ce pas? Et là, on arrive à ces moments du récit. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je vais lire ici rapidement pour vous donner le contexte. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un halo aveuglant par la lumière et la poussière de la mer. Je pensais à la source fraîche derrière le rocher. J'avais envie de retrouver les murmures de son dos, envie de fuir le soleil. Le soleil qui est présent tout le temps ici, n'est-ce pas, la chaleur. L'effort et les pleurs de femmes, envie enfin de retrouver l'ombre et son repos. Mais quand j'ai été plus près, j'ai vu les types de Raymond, j'ai vu que les types de Raymond étaient revenus. Les types au cara, hein, au cara de Raymond. Parce que j'ai oublié de dire, il y a une bagarre, une lutte entre ces groupes d'Arabes et Raymond, Meursault et l'autre ami, et quelqu'un se ferait aussi à couper le visage, n'est-ce pas? Et ensuite, Meursault se promène, il sort se promener tout seul, moment où il retrouve l'Arabe. Donc, il était seul, il reposait sur les dos, les mains sur la nuque, les fronts dans les ombres du rocher, tous les corps au soleil. Son bleu, son bleu des chauffes fumait dans la chaleur. J'ai été
un peu surpris. Pour moi, c'était une histoire finie et j'étais venu là sans y penser. Et on commence. Dès qu'il m'a vu, et ici, c'est une scène digne de cinéma. Vous allez voir comment le temps est dilaté ici. D'accord? Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, j'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors, de nouveau, il s'est laissé aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche. J'étais assez loin de lui, à une dizaine de mètres. Je devinais son regard par instant. Vous voyez, je devinais son regard par instant, c'est parce qu'ils étaient à une certaine distance qu'ils n'étaient pas capables de voir clairement. Entre ses paupières, mi-closes, as pálpebras meio fechadas. Mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux dans l'air enflammé. L'air enflammé, l'idée de la chaleur encore. Et en plus, son image dansait. C'était, il bougeait, c'est déjà un peu un langage plus métaphorique, connotatif. Les bruits des vagues étaient encore plus paresseux, plus étalés qu'à midi. C'était le même soleil, la même lumière, sur le même sable qui se prolongeait ici. Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus, 2 heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant. Vocês estão vendo que a linguagem vai ficando mais metafórica, né? 2 horas qu'elle, né, o dia, la journée, jetait l'ancre ici, à âncora, n'est-ce pas, dans un océan bouillant, un océan de métal bouillant. Oceano de metal, vamos dizer assim, fervente, n'est-ce pas? Voilà. Ele usa de uma metáfora, né? Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus, né? O dia não avançava. 2 horas que o dia tinha lançado ou jogado a âncora em um oceano de metal fervilhante. Assim. À l'horizon, un petit vapeur est passé et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard parce que je n'avais pas cessé de regarder la rave. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Donc, vous voyez, c'est très important de penser aux temps verbaux ici. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Donc, teria acabado. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source d'eau, hein, ou la fonte d'água. La rave n'a pas bougé. Et vous voyez comment les phrases courtes, au lieu de faire le récit plus vite, ça nous donne l'impression d'augmenter le suspense. N'est-ce pas? Vous voyez. J'ai fait quelques pas vers la source. La rave n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres de son visage, il avait l'air de rire. Peut-être. Vous voyez que nous avons ici les points de vue d'un narrateur personnage. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. Né? Então, as gotas de suor se acumulando no supercílio. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. Et comme alors, les fronts surtout me faisaient mal et toutes ces veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide et que je ne me
débarrasserai pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Donc, ici, pensez à toute cette scène comme, je vous ai dit, par rapport à la responsabilité, au choix, etc., discuter par rapport au discuter dans le texte de Sartre. Vous voyez, je remonte ici. La première phrase du paragraphe. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Et puis, j'ai fait un mouvement en avant, je savais que c'était stupide et je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Então, ele sente que o reflexo foi como uma longa lâmina faiscante, né, que atingiu o rosto, né, a testa, o rosto. O front aqui como o rosto. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ces rideaux de larmes e de seiva. Estão vendo a linguagem metafórica mais uma vez, né? Então, o suor acumulado ali no supercílio, nas sobrancelhas, escorreu de uma vez sobre as pálpebras e recobriu como um véu morno e espesso. Mes yeux étaient aveuglés derrière ces rideaux de larmes et de seiva. Essa cortina de lágrimas e sal. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front, né, as batidas, algo assim, et indistinctement la glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante, olha só que a faca já virou uma espada, né? E aí a gente acaba logo aqui, o parágrafo é pequeno, então eu vou tomar mais 2 minutos só para vocês. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait dans mes yeux douloureux. Né? Então essa espada incandescente, né, brûlante, ruía os cílios dele e tipo, cutucava, assim, fouillait, incomodava os olhos dele. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Donc, vous voyez ici, c'est alors que tout a vacillé. C'est comme s'il ne contrôlait plus la scène. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tem todo contexto de calor, né? Vocabulário, campo lexical envolto com essa ideia do calor. Né? Então, pareceu que o céu se abriu sobre toda a sua extensão para deixar cair, deixar chover fogo. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. Né? Então, todo o ser dele se empesou, vamos dizer assim, né? Se contraiu, e ele contraiu, está faltando vocabulário em português. J'ai crispé ma main sur le revolver. Oups. La gâchette a cédé. A gâchette é o gatilho. A cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse. Né, ele tocou o ventre polido do cabo, da crosse. Et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. Então, ele sacudiu o suor e o sol. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte
où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Né? E eram como 4 golpes breves, ou tiros, né? Breves, que batiam sobre a porta da infelicidade. Je vais revenir dans cette scène. Aujourd'hui, on est jeudi, donc mardi de la semaine prochaine. Parce que, mardi de la semaine prochaine, je vous présente le mythe décisif et on termine la discussion autour de l'étranger. D'accord? Donc, ce que je vais vous montrer dans cette scène, dans ce dernier paragraphe, c'est comme il essaye de ne pas reconnaître le côté des volontés, des responsabilités sur son acte, comme si dans le langage, il projette la responsabilité à quelque chose d'autre. Mais en fait, la responsabilité est à lui. D'accord? Donc, je m'arrête là, parce qu'il est déjà 10h05. Et est-ce que vous avez des questions pour aujourd'hui ou c'est bon? Du moment, ça va tout bien. C'est bon. Tranquille. Ok, merci, Rodrigue, Marc. Donc, je vais partager dans la suite, ce matin encore, des vidéos sur l'existentialisme, sur le livre, l'étranger, et sur le mythe décisif de Camus. D'accord? Ou peut-être pas sur le mythe décisif, mais sur la philosophie de l'absurde de Camus. D'accord? Donc, je vous remercie. Bonne journée, bon week-end et à la semaine prochaine, mardi prochain. Ok? Et Marcus, je vais terminer ici l'enregistrement et on peut se parler dans la suite. Donc, restez là dans cet appel. Ok.